La ville est-elle suffisamment adaptée aux besoins des femmes? Eh bien non, sinon on prend en compte une nouvelle étude publiée récemment par Perspective Brussels, et ça s'illustre de différentes manières, notamment lors des trajets quotidiens. Et ça se voit aussi très tôt, dès les parcs, dans les parcs comme ici. Là, je suis au cinquantenaire, et on le voit autour de moi, il y a beaucoup d'infrastructures pour les garçons, mais nettement moins pour les femmes. Alors comment la ville est-elle réfléchie? Pourquoi est-elle réfléchie comme ça? Et comment la réfléchir différemment pour prendre en compte les différents usagers, les différentes personnes qui la pratiquent au quotidien? On en parle juste après ça, générique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, très très heureux de vous retrouver, bienvenue dans le tram. On va essayer de comprendre un petit peu comment créer une ville inclusive, et notamment avec vous, Apolline Vranken. Bonsoir, vous êtes architecte, vous avez lancé la plateforme L'architecture qui des gens, c'est notamment des conférences, des workshops. Merci d'être avec nous. Alors, c'est pas exagéré de dire que la ville n'est pas adaptée aux femmes? C'est pas du tout exagéré, on peut même l'affirmer aujourd'hui, la ville est faite par et pour les hommes. C'est-à-dire par et pour les hommes, quoi. Ça fait des années que les gens qui aménagent le territoire, qui sont urbanistes, qui créent la ville, sont des hommes. Et alors, la conséquence, c'est qu'en réalité, la ville n'est pas accueillante pour les femmes? Alors oui, c'est à la fois une question de représentation au sein de la fabrique de la ville et des métiers qui la composent, mais aussi une question d'angle. En fait, aujourd'hui, le genre est un angle mort de cette fabrique, de la façon dont on pense la ville, dont on pense l'architecture, dont on pense les aménagements, la mobilité. Et de fait, ça porte préjudice à toute une série de publics, en ce compris les femmes. Sur la mobilité, par exemple, concrètement, comment est-ce que la femme n'est pas suffisamment prise en compte? Et aujourd'hui, très concrètement, par rapport à la mobilité, on va parler par exemple de la question de l'infrastructure cyclable, la question de la sécurité quand on est avec un vélo cargo, des enfants, etc. Mais aussi, par exemple, des transports en commun. La STIP, par exemple, réfléchit à un plan pour les heures hyper creuses, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, au niveau des temps partiels, ce sont principalement des femmes qui occupent ce type d'emploi, et que donc l'offre de transport en commun, calquée encore sur des horaires 9-17, ne correspond pas à ces aménagements de travail et ne correspond pas à ce qu'on appelle aujourd'hui la double journée de travail des femmes, qui consiste à combiner travail productif et travail reproductif. Et donc, il y a vraiment un pas à faire à tous les niveaux pour changer la donne. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui était saillant dans l'étude de Perspective, c'est que quand un homme fait un trajet, ou quand on réfléchit au trajet du quotidien entre le boulot et la maison, on le réfléchit d'un point A à un point B par rapport au trajet qu'un homme pourrait faire, mais pas au trajet qu'une femme pourrait faire en passant par exemple par la pharmacie ou passant aller chercher les enfants par exemple à l'école. Ça, c'est une représentation de la ville que vous pouvez dénoncer? Complètement. En fait, aujourd'hui, souvent, on a cette représentation dans l'imaginaire collectif que les femmes se déplacent moins. En fait, c'est tout à fait faux. Les femmes se déplacent plus, elles vont avoir plusieurs, en fait, des mobilités qui sont démultipliées, justement, du fait de cette double journée de travail. On va penser à un trajet école, crèche, pharmacie, magasin pour aller chercher du matériel scolaire, etc. Et en fait, tout ça implique un temps de trajet qui est démultiplié et pour lequel, aujourd'hui, l'offre publique ne correspond pas. Et l'offre de voitures, on sait aujourd'hui, ce sont principalement en fait des hommes qui sont propriétaires de véhicules motorisés. Ouais, et les véhicules de société aussi, c'est plus souvent des hommes, et donc c'est là que se pose la question. Comment construire la ville différemment, alors sur la base de ces constats? La construire différemment, c'est penser déjà le genre, c'est l'intégrer dans la façon dont on va faire des projets d'aménagement, des projets publics, autant des places que des cours de récréation, que du logement aussi. C'est vraiment à toutes les échelles, toutes les étapes en fait du processus architectural et urbanistique. Très concrètement, c'est quoi par exemple? Ça va être le fait de reconnecter les rez-de-chaussée à l'espace public. Si on pense entre autres par exemple au sentiment de sécurité, le fait d'avoir un regard social, une sorte de veille collective entre l'espace privé et l'espace public, ça permet d'amplifier le sentiment de sécurité des femmes et des minorités dans l'espace public. Il suffit pas de mettre une caméra ou de mettre un lampadaire, c'est un petit peu ça l'idée. Ces solutions qui sont un petit peu superficielles, ça ne marche pas. Alors ça marche en partie, en tout cas pour les luminaires, les chemins lumineux, ça va avoir un effet bénéfique sur la représentation de l'espace public et du sentiment qu'on y a en tant que femme et minorité. Mais très clairement, les caméras de sécurité et autres dispositifs de surveillance ont des effets, si pas neutres, plutôt néfastes en fait, et vont amplifier le sentiment de contrôle des corps que les minorités subissent déjà au quotidien. Ça change ces dernières années, il y a de plus en plus de femmes qui réfléchissent à la ville, la fabrique de la ville comme vous dites.
Alors, il y a de plus en plus de femmes, mais il y a surtout de plus en plus de féministes, hein, parce qu'il ne suffit pas d'être une femme pour penser la ville d'un point de vue féministe. Oui, ça change, mais trop lentement, en fait. On sait qu'il y a quelques projets isolés de contrats de quartier qui vont intégrer la dimension du genre dans leur cahier des charges. Vous avez des exemples à Bruxelles, par exemple, de projets exemplaires? De projets exemplaires, il y a le contrat de quartier Magritte à Jette, où il y a eu toute une phase de diagnostic, une phase de participation qui a été menée par l'atelier ERU, études et recherches urbaines, qui a mené à des recommandations et à un concours remporté aujourd'hui par le studio Paola Vigano qui intègre cette dimension du genre. Ce projet, il n'est pas sorti de terre, mais c'est clairement exemplaire. Cette fabrique de la ville, en fait, on se rend compte qu'elle a un impact très tôt sur la vie des jeunes garçons, des jeunes filles. Dès le plus jeune âge, en fait. À l'école, on va voir que la façon dont la cour de récréation est pensée, est dessinée, va déjà induire en fait des inégalités de genre. Quand on pense à cet archétype, alors aujourd'hui ça bouge, heureusement, mais l'archétype de cette cour de récréation avec un terrain de foot central et puis quelques bancs disposés en périphérie, on voit que ça va reproduire en fait des stéréotypes de genre, reproduire des inégalités de genre. Ce côté, le centre est dédié à des sports actifs, basés sur des principes souvent de compétition, et puis la périphérie va en fait reléguer aux marges très souvent les jeunes filles et plutôt en fait dans un rôle de spectatrice. Et ça, on va voir que c'est tout à fait délétère. Ces dernières années, il y a des débats aussi sur la place de la femme au niveau des noms de rue. C'est un combat superficiel ou alors ça fait partie de ce même mode de pensée? Alors c'est un continuum, on doit aussi agir sur la question de la représentation symbolique. Il y a ce fameux slogan qui dit « Representation matters », la représentation ça compte. Ça veut dire quoi? C'est que tant que dans nos imaginaires, en fait, quand on pensera architecte, on aura l'image d'un homme avec un casque de chantier, en fait on ne pourra pas faire évoluer les bureaux, les pratiques professionnelles, etc. Mais si demain, c'est souvent l'exemple que je donne, on féminise 100% des noms de rues de Bruxelles, ça ne veut pas dire que l'égalité sera effective. En fait, ça a très peu de conséquences matérielles sur la réalité quotidienne des femmes et des minorités, malheureusement. Et alors, comment valoriser ça? Est-ce que c'est plutôt le rôle du public ou c'est justement de temps en temps le privé qui prend le lead pour se donner un petit peu de gender washing? Alors pour moi, c'est l'un et l'autre. On ne fait pas les difficiles, on n'a entre guillemets pas ce luxe-là aujourd'hui. Et dans les faits, qui est un petit peu plus poussif sur la tendance? Poussif, on va dire plutôt le public, mais très clairement, aujourd'hui, en Belgique, le premier projet sensible au genre qui est sorti de terre, c'est un projet qui a été soutenu par la ville de Namur, mais qui était porté, entre autres, par Thomas Épiron. Alors moi, souvent, ce que je dis, c'est que si Thomas Épiron peut le faire, tout le monde peut le faire. Et alors, concrètement, qu'est-ce qu'il a, ce projet? Décrivez-nous un petit peu certains éléments, très concrètement, qui le rendent très inclusif. Mais c'est un projet déjà qui a été pensé dès sa genèse avec cette dimension du genre, entre autres grâce au travail de l'ASBL Garance. C'est une ASBL qui organise des marches exploratoires. C'est un outil justement de diagnostic qui permet de faire émerger ce qu'on appelle l'expertise habitante, qui va organiser des groupes en non-mixité ou en mixité choisie, souvent de femmes, pour comprendre quelles sont les forces et les faiblesses de certains espaces publics, comment est-ce qu'on peut les améliorer à ce niveau-là. Et donc ce projet-là, par exemple, va penser ce rapport des rez-de-chaussée à l'espace public. Entre autres, il y a toute une zone où on a réfléchi non pas seulement la question de l'aménagement de l'espace, mais aussi la question de l'aménagement de l'espace-temps. Je m'explique. On va retrouver aux abords de l'espace public principal à la fois une bibliothèque qui vient activer l'espace public de jour et en soirée, en fait, c'est un restaurant avec sa terrasse qui permet d'assurer un continuum, une présence continue et du coup d'amplifier le sentiment de sécurité sur les usagers et usagères de l'espace public. Dernière question, Apolline, vous parliez de Namur. Est-ce qu'à Bruxelles, par exemple, il y a des disparités entre les quartiers? Est-ce que, par exemple, les quartiers à indice socio-économique plus important sont plus inclusifs ou alors est-ce que c'est le contraire? Non. Très clairement, je pense que toutes les communes ont un gros travail à faire et le chantier, il est sur tout le territoire bruxellois. Si ce n'est que, oui, aujourd'hui, on va voir par exemple que la ville de Bruxelles, entre autres accompagnée par l'architecture qui dégenre, a cette volonté d'intégrer la dimension du genre dans l'accompagnement de plusieurs projets exemplaires. Donc on voit qu'il y a des communes qui se saisissent très clairement de ces questions, mais ça reste encore très ponctuel et très isolé et puis sans aucune garantie au fur et à mesure des législatures, malheureusement. Merci Apolline pour cet éclairage. Et puis évidemment, quand on parle de la place de la femme, il y a aussi la question de la sécurité et de la légitimité dans l'espace public. On en parle juste après ça. Et on continue avec vous, Julie Van Gars. Vous êtes directrice de la ASBL Zijkant, ou plutôt Zijkant VZW, parce que c'est une ASBL
néerlandophone bruxelloise. Vous militez pour l'égalité des genres dans la société, dans l'espace public. Oui. Le débat d'égalité de genre, du harcèlement, on sait que ce sont des débats qui se sont invités énormément ces dernières années dans l'espace public. Comment est-ce que vous voyez ça aujourd'hui? Est-ce qu'on en parle autant ou alors on a atteint en quelque sorte un plafond, il n'y a plus vraiment d'amélioration? Il y a une sorte de vague d'intérêt pour le thème et ça nous fait fort plaisir, bien sûr, mais c'est un thème qui est vieux comme la rue, on dit toujours. Le harcèlement de rue, ça existe depuis toujours et c'est toujours un combat qu'on est en train de mener pour un peu s'accaparer de l'espace public parce que c'est toujours un endroit qui est souvent dominé par les hommes et où les femmes ne se sentent pas vraiment libres ou en sécurité. C'est compliqué encore au quotidien pour une femme d'aller dans la rue et de prendre possession, d'avoir cette légitimité dans la rue? Quand même, oui. Vous pouvez demander ça à n'importe quelle femme ou quelle fille. Tout le monde a déjà vécu quelque chose. Et il y a aussi les chiffres qui prouvent qu'elles ont raison. Plan International donne toujours les chiffres que nous, on utilise aussi, que 9 femmes sur 10 ont déjà subi une expérience de harcèlement sexuel dans l'espace public à Bruxelles, entre autres. Donc c'est vraiment énorme. Ça veut vraiment dire tout le monde. Et c'est un grand problème parce que dès qu'on ne se sent pas libre, on va moins aller à l'extérieur, on va moins s'épanouir, on a moins d'accès à des facilités économiques, au boulot, voilà, à plein de choses de la vie. Donc c'est problématique. Il y a des configurations particulières, je ne sais pas, est-ce que c'est les transports en commun peut-être? Est-ce que c'est le fait de rouler à vélo ou alors c'est quelque chose qui est constant? C'est constant. C'est effectivement aussi à vélo. C'est pour ça que quand on organise aussi des balades à vélo féministes pour vraiment prendre la place dans la rue. Même les vélos partagés électriques dont on supposait qu'ils donnaient plus de sentiment de sécurité parce que c'est des vélos qu'on peut prendre n'importe où et laisser n'importe où, donnent toujours aussi ce même sentiment parce que les endroits où on doit les prendre ou les laisser derrière nous sont quand même pas toujours les plus chouettes endroits de la ville. Et même si on se balade, si on prend la voiture, vraiment n'importe quel moyen que les femmes utilisent, elles se sentent pas tout à fait à leur aise. Julie, sur base de ce constat, vous avez mis en place un jeu de société. Oui, expliquez-nous un petit peu. Oui, en fait, le jeu est né à partir d'un trajet qu'on a mené à Bruxelles avec des femmes et des filles dans le quartier des Marolles. Donc, c'est des femmes et des filles qui vivent là, qui habitent là ou qui utilisent le skatepark. Et c'était tout un trajet pendant lequel on réfléchissait avec elles ce dont elles ont besoin pour se sentir plus en sécurité ou plus libres dans la ville. C'était ça, surtout la question, qu'est-ce qui donne la liberté? Mais la question de la sécurité était vraiment le thème dominant de tous ces débats. Et voilà, la conclusion de l'histoire. Donc, on a co-créé des interventions sensibles aux gens, mais quand même, le nuage noir, on va dire, qui pendait toujours au-dessus de nos têtes, c'est que quoi qu'on fasse, des bancs, la lumière, une fresque, il y a toujours ce sentiment d'insécurité quand même oppressant qui nous complique un peu la vie et qui est le plus grand obstacle pour bouger librement. Et alors, très concrètement, ça fonctionne comment, ce jeu de société? On voulait donc effectivement un outil pour sensibiliser autour de ce thème. C'est devenu un jeu de société. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas du tout donner la morale avec le petit doigt levé. On ne voulait pas un ton paternalisant ou moralisateur. On voulait vraiment un outil agréable, ludique, accessible pour tout le monde et surtout pour les jeunes adultes qui parlent donc de ce sujet de harcèlement de rue. Et c'est une sorte de plateau qui symbolise une ville et on peut bouger dans la ville, on peut aller à différents quartiers, on peut aller au boulot, à l'école, au parc, au fitness et pour aller collectionner des points d'énergie, c'est ça le but du jeu. Mais entre-temps, on rencontre des situations plus ou moins transgressives. Et à chaque fois que ça arrive, le but, c'est que les joueurs commencent à parler de cette situation. Pourquoi cette situation est transgressive, oui ou non? Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Il n'y a jamais des traits d'identité qui sont accordés aux joueurs. Donc, le but, c'est vraiment de parler de ses propres expériences. On ne veut pas du tout stigmatiser un groupe particulier. C'est à destination des femmes ou plutôt des hommes, des jeunes garçons, de tout le monde? Le jeu est destiné à tout le monde, ouais. Mais on voit que c'est souvent un thème qui intéresse quand même plus les femmes et les jeunes adultes qui ont développé ce jeu parce que ça vient vraiment de leur imagination, voilà. C'était surtout des filles. Donc, c'est un peu problématique aussi parce que voilà, les garçons sont impliqués dans l'histoire. Soit ils sont les harceleurs, mais ils sont aussi, eux, victimes de harcèlement sexuel. C'est pas qu'une question de femmes. Et on a donc tout intérêt à les impliquer dans le débat. Et c'est pour ça qu'on est en train de transformer ce jeu en tenant compte des perspectives masculines. Où est-il disponible, ce jeu?
Il est en train de... Donc, le jeu original existe déjà et le update, on va dire, version masculine, on est en train de le co-créer avec des garçons et fin de l'année, il sera disponible. Et quoi, disponible sur votre site alors, la version actuelle? Oui, on peut le louer, on peut l'acheter, on peut venir le jouer. Et ce qui est aussi intéressant avec le jeu, c'est qu'on apprend vraiment aux joueurs les tactiques, les techniques d'intervention. Donc, si on est témoin d'un harcèlement sexuel, on a vraiment un outil très concret pour intervenir. Merci Julie Van Gers et merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram. Excellente soirée.